Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome Ludovic Hubler. Bonjour et bienvenue chez Papa Maman, tout va bien. En 2015, après un premier voyage en stop en Norvège, une amie m'a offert un livre. Ce livre, c'est une respiration, c'est une ode à l'humanité, une raison de rester chez soi pour le lire plutôt que d'aller en soirée. Une raison de croire en l'humanité, comme dirait un ami qui a été tout autant chamboulé que moi par ce livre. On a tous des idoles, des personnes dont on connaît l'histoire par cœur, dont on parle tout le temps. Mon idole à moi s'appelle Ludovic Hubler, c'est l'auteur de ce fameux livre et il est ici dans ce podcast. Si, je vous jure, dans 30 secondes, je lui parle et je vous spoil déjà la conclusion. Faire le tour du monde en stop, papa, maman, tout va bien. Le monde en stop, c'est le titre de son livre qui a reçu le prix Pierre Loti en 2010. C'est le plus beau cadeau de Noël que vous puissiez faire. Il coûte rien du tout, mais il change la vie, en tout cas la mienne. Ce livre parle d'un jeune qui, en 2003, à 24 ans, est parti vers l'Amérique du Sud via l'Afrique et l'océan Atlantique en bateau-stop. Il a continué vers le Pacifique et l'Asie pour revenir en Europe. Tout ça en bateau-stop, avion-stop, chameau-stop, brise-glace-stop. Le tout lui a pris 5 ans, 59 pays, 1300 conducteurs, une expérience absolument exceptionnelle qui transforme, qui façonne, qui enseigne. Et c'est de ces enseignements que l'on va parler aujourd'hui. Ludovic Hubler, bonjour. Bonjour. Ludovic, on part le 1er janvier 2024 en tour du monde en stop. Qu'est-ce qui change avec 2003 et qu'est-ce qui ne change pas ? Alors, ça reste tout à fait possible aujourd'hui de faire un tour du monde en stop. Bon, il y a quelques pays qui sont plus compliqués que ce qu'ils étaient il y a une vingtaine d'années. Il y a Russie, Ukraine, bien sûr. Il y a la Syrie qui est plus compliquée. Il y a le sud du Maghreb, notamment Mauritanie, Mali. Donc voilà, il y a quelques pays qui sont plus compliqués, mais en gros, ça reste tout à fait jouable de faire un tour du monde en stop aujourd'hui. Et en termes d'Internet, tu parles dans ton film à la deuxième moitié, tu dis « Voyager 5 ans sans Internet aurait été sans doute plus compliqué ». Est-ce que aujourd'hui, parce que tu allais dans des cybercafés, aujourd'hui c'est accessible sur tous les téléphones, est-ce que ça aussi c'est un impact, il y a un impact sur un voyage en stop ? Oui, tout à fait. Non, c'est sûr que Internet m'a aidé, mais il n'y avait pas encore l'époque des réseaux sociaux. À l'époque, il y avait pas. Enfin, c'était le début de Facebook quand je suis rentré, et donc il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a aujourd'hui. Ce qui m'aurait certainement aidé, certainement que des gens m'auraient dit tu peux aller loger là, tu peux aller loger là, etc. Des nuits où j'ai passé au bord de la route. Mais en même temps, en regardant en arrière, une fois que, alors il y a eu des moments forcément de galère, des moments où j'ai eu froid, etc. Mais bon, ça fait partie de l'aventure, hein. Donc voilà, c'est vrai que Internet m'a quand même beaucoup aidé. Les cybercafés, il y en a certainement beaucoup plus aujourd'hui. Puis il y a plus le développement du téléphone, des smartphones, ce qu'il n'y avait pas à l'époque non plus. Donc voilà, il y a l'accès à Internet, le Wi-Fi aussi est plus facile. Donc voilà, tout ça rend le voyage plus simple dans le sens où ça permet de mieux préparer son voyage, ça permet de garder contact avec ses proches, ça permet de partager l'aventure de la meilleure des façons. Donc voilà, mais bon, à chaque époque son voyage. Je suis content de l'avoir fait à mon époque entre guillemets. Bon, c'est pas si loin, hein. Après. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 40 ans et 60 ans et encore avant. Donc voilà, mais donc aujourd'hui, ça reste très intéressant de voyager aussi. Mais c'est sûr qu'il y a plus de voyageurs, plus de blogueurs aussi, des blogueurs voyage. Il y en a beaucoup. Moi, on m'appelle aujourd'hui le dino des blogueurs. Enfin, il y a un article qui a été fait sur les dinos des blogueurs, les dinosaures qui étaient au départ des blogueurs voyage. Et donc c'est vrai que j'ai partagé mon tour du monde en stop pendant 5 ans avec un certain nombre de gens comme ça via mon blog. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire un site internet et de partager. Bah justement, cet épisode s'appelle Ludovic Hubler, le retraité du stop. Donc voilà, comme ça, t'as plusieurs qualificatifs. Toi, tu as réalisé plus d'une centaine d'interviews sur ton tour du monde en stop qui a eu lieu de 2003 à 2008. Et j'ai remarqué que tu as des éléments de langage et des exemples qui reviennent un peu en boucle. Donc clairement, tu radotes.
Je dis ça en rigolant, ne pars pas s'il te plaît. Mais c'est bien normal de se répéter, mais je veux pas être la 1001e interview sur le tour du monde en stop de Ludovic Hubler. Donc ensemble, on va faire un jeu, si tu veux bien. Tu ne parleras pas ici de ton tour du monde, c'est moi qui expliquerai le concept si besoin, et mes questions seront tournées sur l'après-tour. Et c'est parti sur Avec grand l'après-tour, plaisir. justement. Depuis le 2 janvier 2008, tu as lancé TWAM, Travel with a Mission, une association dont on va parler par la suite. Tu es marié et parent avec quelqu'un que tu as rencontré pendant ce voyage au Panama. Est-ce qu'en fait ta vie entière n'a pas été façonnée par et grâce ce voyage de 5 ans? Ouais, tout à fait. Mais moi, j'ai toujours aimé considérer ce tour du monde comme une étape de ma vie. Et donc là, je suis rentré dans d'autres étapes. Effectivement, quand je suis rentré en 2008, ma première préoccupation, c'était de faire le livre. J'ai eu beaucoup de mal à faire le livre parce qu'il fallait mettre des mots sur les émotions et faire vivre le lecteur du début à la fin. Et donc ça a été un vrai défi. Et donc j'étais très content une fois que c'était fait. Et après, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une ONG à Monaco qui s'appelle Peace and Sport, qui cherche à utiliser et promouvoir le sport comme outil d'éducation à la paix. Et après, j'ai quitté cette ONG pour lancer effectivement Travel with a Mission, avec laquelle on vient de fêter nos 10 ans. Donc là, il y a peu de temps, on a fait une grande soirée à Lyon pour nos 10 ans. Donc voilà, je pense que dans la vie, il y a des étapes. Donc ce tour du monde était ce que j'aime appeler mon doctorat de la route, où mes professeurs n'étaient pas dans une salle de classe, mais au volant de leur voiture, de leur camion. Donc je me radote là aussi, mais c'est vrai que c'est quelque chose. C'est comme ça que j'aime expliquer ce tour du monde, qui était une véritable étape dans ma vie. Et donc l'expérience à Peace and Sport a été très intéressante parce que ça a été une bonne transition entre le voyage au long cours, donc 5 ans à voyager. À la fin, j'étais un peu fatigué forcément, j'avais envie d'un peu de stabilité, mais j'ai ce virus du voyage, donc j'avais envie de continuer à voyager. Et j'ai cette chance d'avoir trouvé un emploi qui m'a permis de concilier les deux, le côté construire une vie stable tout en continuant à voyager. Donc je voyageais une quinzaine de jours par mois, et puis je me suis marié effectivement avec Marisol, panaméenne. Et donc ça, c'est un voyage au quotidien aussi. Ça parle espagnol à la maison. Et c'est quand on est marié avec une femme étrangère comme ça, c'est une façon de voyager tout en restant à la maison. Donc voilà, ça c'était important pour moi de continuer à avoir cet esprit autour du monde, tout en restant quand même chez moi et de construire une vie plus stable. Et mes enfants, je les fais voyager aussi beaucoup. J'ai une fille de 11 ans aujourd'hui qui a déjà été dans une trentaine de pays, mon fils dans une vingtaine de pays qui a 7 ans. Donc voilà, j'essaie de les ouvrir au monde également. Alors, cette question que je viens de te poser, c'était une question de Lucas, qui te salue et qui rejoint actuellement la Nouvelle-Zélande en stop. Il t'a appelé avant de partir et tu lui as répondu, et je sais que c'est pas la seule personne à qui t'as répondu. Quel regard tu as par rapport à ces jeunes que t'as inspirés? Qu'est-ce que leur maître Jedi leur dit? Bah, le plus dur, c'est de se lancer toujours. C'est toujours la peur de l'inconnu, être chez soi. Enfin, on est souvent entouré de gens qui ont pas forcément beaucoup voyagé et qui vont avoir peur. Ah, tu vas partir autour du monde, etc. Donc, ils vont parfois, même sans le vouloir, essayer de te décourager un petit peu. Et donc, moi, premier conseil, c'est d'y aller, de fixer une date. Le plus dur, c'est fixer une date. Et une fois qu'on a la date, on met en place le rétro-planning et puis on se lance. Donc moi, je suis toujours content. Effectivement, j'ai régulièrement des demandes d'entretien avec des gens qui veulent partir à droite à gauche. J'ai beaucoup de visites aussi de gens qui viennent, qui ont lu le livre et puis des fois qui commencent leur tour du monde en faisant le premier arrêt chez moi, donc c'est toujours sympa. Et donc voilà. Et puis après, donc le livre, j'ai cette chance qu'il a, même si j'ai galéré pour l'écrire, j'ai cette chance qu'il continue de bien tourner. Il est sorti maintenant il y a 14 ans, mais voilà, il continue de bien se vendre et donc ça fait plaisir. Et moi, ce qui fait surtout plaisir, c'est que je reçois régulièrement encore plein de messages de gens qui disent bah ça m'a inspiré pour faire ceci ou cela, pas forcément un tour du monde, mais se lancer dans des projets parce que voilà, ça montre que enfin moi ce tour du monde, au-delà d'être heureux d'avoir fait le tour du monde, Freud disait que l'homme n'a rien de mieux à faire qu'être en accord avec lui-même. Et je me sens parfaitement en accord avec moi-même. J'ai voulu le faire, je l'ai fait, et je me sens bien en accord avec moi-même. C'est des souvenirs que personne ne pourra me voler. Aujourd'hui, quand j'ai besoin d'un peu d'évasion, je ferme les yeux et je repense à des endroits que j'ai vus pendant mon tour du monde. Quand je suis dans le RER à Paris ou autre, je repense à ces endroits comme les chutes d'Iguassou ou autres. Enfin, c'est des endroits
merveilleux. Donc, moi, le maître Jedi, comme tu dis, donc c'est sympa de pouvoir partager l'expérience. Je continue à faire beaucoup de conférences aussi bien dans des écoles que dans des Rotary par exemple, ou dans différentes associations. Et j'ai fini mon film aussi que j'avais laissé de côté pendant longtemps, mais il me paraissait important d'aller au bout de la démarche. Et donc le film Le Monde en Stop est sorti. Donc c'est une autre façon de partager aussi les apprentissages de ce tour du monde. Donc voilà, je veux pas vivre ma vie n'est pas uniquement liée au tour du monde, à l'inverse de André Brugiroux qui était avant moi, qui a passé sa vie entière presque à aller vendre ses livres à droite à gauche et faire que des conférences. Bah, j'ai plein d'autres choses avec Travel with a Mission notamment. Mais il est évident que ce tour du monde a façonné qui je suis, a façonné mon caractère, ma personnalité, a façonné la suite de mon parcours. Et c'est certainement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, forcément. Mais justement, ton film, parlons-en. Donc, tu as mis 15 ans à le faire. Il est super. Moi, mon moment préféré, c'est quand t'es dans le bateau aux Canaries et que vraiment, tu mets la caméra, tu te confies. Il y a pas de paysage derrière, c'est un fond. Enfin, c'est un bateau, quoi. C'est bleu. C'est même moche l'arrière, mais juste tu te confies et tu partages tes sentiments. Donc, j'ai trouvé ce film vraiment super bien fait. Il complète très bien le livre. Et toi, t'en as fait un en 15 ans. Nos influenceurs en herbe dont je parlais, mais il y a plein d'exemples. Ils sortent un film par jour, ils sortent des vidéos tous les jours. Est-ce que c'est mieux maintenant ou c'était mieux avant, le fait d'être complètement déconnecté, d'avoir ta petite GoPro et tu verras bien dans 15 ans ce que t'en fais, quoi? Bon, je sais pas s'il y a vraiment un mieux. Bon, moi, j'ai beaucoup de respect parce que faire un film tous les jours ou même toutes les semaines, ça demande beaucoup de travail. Et puis souvent, ils le font bien. C'est des choses. S'ils le font pas bien, ils sont pas suivis par beaucoup de gens. Et donc, j'en ai vu un certain nombre qui font des super films aujourd'hui. Enfin, après, c'est sûr qu'il y a les outils pour faire ça aussi, mais enfin, ça demande quand même du travail, du professionnalisme. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui cherchent à bien partager. Après, qu'est-ce qui est mieux? Voilà, c'est une autre époque, c'est une autre façon de faire. Mais moi, j'ai effectivement le film, j'avais commencé à le faire en 2009, à peu près 2008-2009, hein, après le livre, et puis je me trouvais pas bon en montage. J'avais recruté quelqu'un qui avait commencé à faire du montage pour moi, et puis ça allait pas du tout. En fait, ça me plaisait pas. Et je me suis dit, je préfère ne pas avoir de film que d'avoir un film qui me convienne pas. Et puis j'étais très pris avec Peace and Sport à l'époque, à voyager à droite à gauche, et puis j'étais dans le début de ma création de la famille aussi. Etc. Donc bon, j'avais laissé le film un peu de côté en me disant j'y reviendrai peut-être un jour. Voilà. Et donc, mais après, ça me titillait quand même d'aller au bout de la démarche. On me le demandait régulièrement. Et puis j'ai profité de la période du Covid pour me lancer dedans. Et je me suis isolé quelque part. Et donc j'ai fait ce montage. Alors c'était pas facile, hein, 5 ans, de mettre 5 ans. Alors, beaucoup de gens me disaient, ouais, il faut pas plus d'1 heure. Ouais, bah, t'es 1 heure, c'est comme pour le livre, quoi. Mon éditeur qui me disait, concentre-toi sur l'essentiel. Je dis, ah, t'es marrant, concentre-toi sur l'essentiel. À 5 ans, il y en a des choses, quoi. Et puis en plus, je voulais pas que ce soit juste un film qui soit factuel. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, je voulais qu'il y ait de la vraie réflexion sur ce que ce tour du monde m'a appris, comment j'ai évolué, etc. Et donc, voilà, il fait 2 heures. Alors aujourd'hui, j'ai des festivals à qui je l'ai proposé qui me disent ah non mais 2 heures, non c'est trop. Alors, on peut pas proposer un film de 2 heures. Bon bah c'est un petit peu dommage parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir tout de suite en peu de temps. Il y a un temps d'attention qui est beaucoup moins que ce qu'on avait avant. Donc voilà 2 heures aujourd'hui. Beaucoup de gens considèrent que c'est trop long, mais moi je refuse de vraiment couper dans le vif. Je suis en train de regarder pour faire peut-être une version à 1h45, mais voire 1h30, mais je descendrai pas en dessous, quoi. Donc voilà, enfin, ça c'est toujours compliqué de devoir faire, parce que 5 ans, une fois de plus, bah, tu as vu le film et je suis content que ça t'ait plu. Ça va bien au-delà du simple, je fais ceci, j'ai fait cela. J'ai cherché à montrer mes interventions dans les écoles, ce que j'en ai retiré, ce que j'ai essayé de transmettre, etc. Et ça demande un minimum de temps quand même. Donc voilà, c'est pas comme des vidéos d'1 minute où tu fais le tour du monde en 1 minute, c'est sûr, c'est différent. Ben ouais, je te pose cette question parce que ça me fait beaucoup réfléchir. Je vais partir en tour du monde en stop, initié par un fameux Ludovic Hubler, enfin l'idée en tout cas. Et j'hésite à prendre en vidéo tous les jours. Et il y a un influenceur voyage qui dit dans une de ses vidéos, quand on part en voyage comme ça, on part se rencontrer l'autre.
et être toujours à monter des vidéos, toujours à penser au prochain post, ça empêche ça. Est-ce que tu penses que si tu avais un smartphone toujours dans les mains, t'aurais vécu une expérience peut-être moins bonne, peut-être que tu n'aurais pas rencontré ta femme actuelle si tu étais toujours en train de faire ton montage? Ça c'est vrai que tu parlais de gens qui font des vidéos chaque jour. J'imagine que ça prend un temps énorme à monter parce que ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et ce temps-là est du temps qui n'est pas passé avec les gens en fait à profiter du voyage. On est plus lié à l'ordinateur et à sa communauté qu'aux gens qu'on va rencontrer. On va passer beaucoup moins de temps. Donc bon après. Tout dépend. Si c'est quelqu'un qui part sur un voyage de 5 ans, qui va quand même prendre le temps, donc chaque situation est différente, donc c'est difficile de généraliser. Mais il est évident que c'est beaucoup de temps qui est pris sur du digital. Et donc, quand on voyage, la notion de temps change. Et donc, voilà, moi, j'ai voulu toujours me détacher un petit peu de cette vie que j'avais avant en école de commerce ou autre. Enfin, on vit dans dans le monde occidental où chaque minute doit compter. Et donc, j'étais un peu là-dedans avant. Aujourd'hui, je le suis encore un peu quand même parce que je dirais pas que. Enfin, c'est vrai que mon téléphone reste quelque chose d'important. J'essaye de pas en être trop dépendant et faire en sorte que mes enfants soient la même chose. Donc, c'est une lutte de chaque instant. Hein, c'est pas facile, que ce soit pour moi, pour les enfants, parce on en devient vite dépendant. Mais il est évident que pendant le tour du monde, c'est vrai que si j'avais eu un smartphone, peut-être que ça aurait été un peu différent. Et donc, je suis bien content quelque part, effectivement, de pas l'avoir eu pour pouvoir vivre pleinement les rencontres faites et donc et prendre le temps, toujours prendre le temps, effectivement, de ne pas être dans cette dynamique où chaque minute doit compter. Parce que quand on fait du stop, j'ai dû attendre une fois 28 heures au bord de la route parce qu'il y avait pas de voiture, etc. Et puis, mais j'en ai profité pour faire plein de choses, pour prendre des notes, pour parler avec des gens, apprendre le portugais avec les pompistes, etc. Apprendre, voilà, discuter on sort un petit peu de cette notion d'être pressé. Et c'est vrai que dans d'autres cultures, on est beaucoup moins pressé et c'est pas plus mal. Alors, on est aujourd'hui en décembre 2023. Il y a 2 ans, on pouvait encore aller en Russie, en Ukraine, t'en as parlé. On pouvait aussi aller en Soudan, en Israël, en Iran. Et il y a 35 ans, mon oncle a fait France-Burkina Faso en voiture, en passant par le Mali, le Niger, sans aucun problème. Aujourd'hui, c'est fini, et plus les semaines passent, plus les conflits s'ajoutent et ne se résolvent pas, comme au Myanmar, en RDC, en Afghanistan. Et je parle même pas des crises éternelles au Yémen, Sud-Soudan, en Haïti, en Somalie. Toi qui souhaites la paix, tu as d'ailleurs fait un TED là-dessus, tu souhaites la fin des frontières, quel regard tu as sur aujourd'hui et sur l'avenir? Est-ce que tu arrives à être optimiste sur l'avenir maintenant? Alors, il y a plusieurs questions là. Est-ce que je suis optimiste? Moi, je pars du principe que l'humanité a toujours fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. J'ose espérer qu'on continue à faire plus de pas en avant que de pas en arrière. Donc, puis si quelqu'un comme moi, qui a fait un tour du monde en stop, qui a réussi, qui n'a pas été agressé sérieusement, j'ai quelques histoires, mais moi, dans mes conférences, j'essaye d'insister sur le fait que la grande majorité de la population mondiale sont des gens honnêtes et sympas. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas au journal de 20 heures, parce qu'on est dans une société, effectivement, où là, il y a les chaînes d'information continue qui ne cessent de nous rabâcher des mauvaises nouvelles. On a les alertes infos qui nous cessent de donner des mauvaises nouvelles. On a l'impression que le monde est plus dangereux que jamais. Alors, c'est vrai que ces dernières années-là, c'était pas terrible, hein. Mais en même temps, l'année 2011, je me souviens, j'avais lu que l'année 2011 était l'année de l'humanité qui était l'année avec le moins de conflits sur Terre. Donc, c'est simplement qu'avant, il se passait plein de choses à l'autre bout du monde, mais on n'était pas forcément au courant. Aujourd'hui, on est au courant de ce qui se passe dès qu'il y a la moindre chose au Chili ou en Arabie Saoudite, on est au courant dans la minute. Donc, ça joue quand même pas mal. Maintenant, on n'est pas dans le monde des bisounours et on voit bien avec ce qui se passe effectivement dans plein de pays que ça va pas bien. Donc, mon regard, il est il est d'un côté optimiste parce que j'ai pu voir de mes propres yeux que la grande majorité sont des gens honnêtes et sympas, mais de l'autre côté, les minorités peuvent faire beaucoup de mal. On l'a bien vu dans le passé. Enfin, même les nazis étaient une minorité. Les Khmers rouges étaient une minorité. Ils ont fait énormément de mal à l'humanité. Et même une minorité, même une personne qui aurait pu prédire que la guerre en Ukraine, même le jour d'avant, la plupart des experts disaient non mais il est pas assez fou, il va pas faire ça. Et puis il l'a fait
aller envahir, ne rien respecter du droit international et amener le monde à avoir peur à une éventualité de troisième guerre mondiale, ce qui était jamais imaginable il y a encore quelques années. Donc et puis avec, moi je me disais, avec 30 ans d'ouverture au monde, que la Russie allait quand même avoir un certain regard critique et que le brainwashing n'était plus comme à l'époque de l'Union soviétique. On se rend compte que malheureusement, aujourd'hui, 75-80% des Russes soutiennent quand même Poutine visiblement. Enfin après, soutiennent, toujours difficile à dire. On a jamais, les chiffres qui nous sont donnés. Beaucoup de gens ont peur, hein, avant tout, donc ils disent oui, mais c'est pas forcément oui au fond d'eux. Donc euh, donc voilà, c'est moi je suis très triste et je me suis battu pour l'Ukraine et je continue à me battre. Je suis allé à la frontière ukrainienne pour leur ramener plein de choses qu'on avait récoltées ici, des denrées de première nécessité, parce que j'ai cette casquette de Travel with a Mission, j'ai une autre casquette où j'étais président du Rotary, et j'ai relancé un club Rotary et on a fait plein de choses aussi. Donc avec les deux casquettes, on a pu faire pas mal de choses. J'ai ramené des réfugiés ukrainiens dont on s'occupe toujours ici, etc. Donc voilà, moi je suis révolté. Enfin, je donne beaucoup d'importance au respect du droit international parce que s'il y a plus le respect du droit international, c'est la porte ouverte à tout. Et si la Russie devait emporter cette guerre, ou même qu'il y ait des accords de paix, mais qu'il y ait des gains territoriaux russes et qui montrent quelque part que la force l'emporte sur le droit, c'est un message terrible. Terrible, et moi j'insiste beaucoup sur le message qui est envoyé quand on fait les choses. Et donc si même s'il devait y avoir un accord de paix aujourd'hui donnant le Donbass, donnant la Crimée, donnant Mariupol, etc., officiellement à la Russie, c'est le début de la fin, j'ai envie de dire. Enfin, c'est le début de la fin. Il y en a eu d'autres, des périodes comme ça, mais ça veut dire, en gros, que la force paye. Et ça, c'est terrible, parce que derrière, la Chine, ils regardent ça avec attention, et ils vont dire, bon, ben, allez, on va se faire Taïwan. Et puis d'autres, partout sur Terre où il y a des sensibilités au niveau des frontières, et de ce qu'il y en a, voilà, ils vont y aller, quoi. Si autant ils hésitaient avant, mais ils se disent, bah finalement, si la force paye, on voit bien avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie actuellement, et puis avec le Kosovo, ça devient aussi chaud. Et puis voilà, des exemples, il y en a plein. Alors il y a des conflits, il y en a eu un paquet dans le passé, mais les outils et les armes qu'on utilise aujourd'hui ne sont plus ceux d'avant. Donc il faudrait pas que ça dégénère. Quand on voit que l'Iran est à deux doigts d'avoir l'arme nucléaire, on ne peut qu'avoir peur, forcément, parce que aussi, au-delà du danger d'avoir l'Iran avec l'arme nucléaire, c'est un autre danger, c'est la décrédibilisation du traité de non-prolifération de 74. Déjà, il était à moitié décrédibilisé avec la Corée du Nord, qu'il avait signé et qui a développé son arsenal nucléaire. Si aujourd'hui l'Iran l'a, c'est une complète décrédibilisation, et ça veut dire que derrière l'Arabie Saoudite, forcément, va vouloir l'avoir, et puis derrière d'autres, Brésil, Afrique du Sud et autres, qui vont vouloir l'avoir, et ça sera le début d'une nucléarisation du monde, ce qui est bon pour personne. Donc voilà, ça peut que faire peur, bien entendu, ce genre de choses. Mais voilà, je suis pas du style à être toujours attiré par les sirènes de la peur. Voilà, je reste. J'espère que que le monde sera assez raisonnable, responsable. J'en ai peur parfois quand je vois Trump qui est prêt d'arriver au pouvoir de nouveau et qui promet monts et merveilles. Enfin, c'est le populisme qui fait peur, c'est ça, c'est faire croire, c'est dire ce que les gens ont envie d'entendre, leur faire croire plein de choses, et puis derrière, c'est l'histoire qui peut se répéter. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, bon, les réseaux sociaux aussi d'un côté sont très bien, mais de l'autre côté, tellement de fake news avec même l'intelligence artificielle, etc. C'est Ça peut être très bien utilisé, comme ça peut l'être très mal. Donc bon, je me souviens que quand je suis arrivé en école de commerce, c'était les débuts d'Internet. Tout le monde avait peur d'Internet en disant qu'on va perdre nos emplois, que voilà, Internet, ça peut être dangereux pour le monde, etc. Et puis on s'est rendu compte que voilà, ça produit beaucoup de bien également, et il faut réguler tout ça. Et comme l'IA, il faut la réguler. Ça, c'est très très important. Et donc voilà. Donc pour répondre à la question sur l'optimisme, la démocratie est très faible, très fragile, je veux dire surtout. Il n'y a pas tant de pays qui sont
qui sont liées à la démocratie aujourd'hui. Donc les dictatures s'affirment quand on voit. Alors des fois il y a des fausses élections comme ce qu'on va avoir en Russie, comme on peut en douter par rapport à la Turquie, on peut se poser des questions. Et puis voilà plein d'autres dictatures comme la Chine, bien entendu, où le pouvoir de Xi Jinping s'est raffermi. Autant avec Hu Jintao, avant, il y avait une ouverture au monde quand même. Avec Xi Jinping, c'est plus la même chose. Donc bon, il y a des sources de crainte. Hein, et il faut pas, ça serait mentir de pas le dire. Mais je reste quelqu'un d'optimiste. Et puis il y a la question de l'environnement, bien entendu, où là aussi, il faut agir. Rapidement au niveau des gouvernements, mais pas que, au niveau des entreprises, au niveau des individus. Et chacun doit prendre conscience des défis planétaires, environnementaux. Et parce que là, c'est même plus de l'éventualité. Là, quand on voit les scientifiques du GIEC alerter dans les rapports les uns derrière les autres et que personne ne les écoute, ça fait peur aussi. Donc voilà, moi, à mon humble niveau, j'essaye de faire ce que je peux. Je suis loin d'être parfait. Je continue parfois à prendre l'avion. Je continue parfois à manger de la viande, ce qui est pas idéal. Donc je suis loin d'être parfait, mais j'essaye quand même de limiter mes déchets, de quand je peux prendre le train, de le prendre. Euh, voilà, et puis surtout de faire des actions. Donc à travers Travel with Mission, à travers le Rotary, on fait plein d'actions. Donc j'essaie d'être une force positive plus qu'une force négative. Tu es en train de manger mes prochains chapitres, mais voilà, il y a la situation géopolitique, il y a la situation climatique, il y a aussi le fait que dans 2 semaines, un nouveau virus peut fermer toutes les frontières du monde. Qu'est-ce que tu réponds aux défaitistes comme moi qui se disent que c'est maintenant ou jamais qu'il faut voyager et que si on attend 2-3 ans, on risque de se retrouver bloqué en Europe? C'est vrai ça ou pas, qu'il faut partir maintenant ou après ce sera trop tard? Alors ça, je peux pas, il y a pas de réponse, il y a aucune certitude là-dessus. Mais ce que tu dis peut être fort possible, enfin, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Il peut y avoir davantage de conflits dans les prochaines années, ce qui fait que les frontières peuvent se fermer. Donc c'est tout à fait une possibilité. Ok, donc est-ce qu'on peut dire que Ludovic Hubler enjoint tout le monde à partir voyager cette prochaine année? C'est vrai ça? Oui, bah moi, que ce soit cette prochaine année ou tout le temps, enfin moi je pousse au voyage parce que le voyage c'est source d'ouverture d'esprit, c'est source de paix même entre les peuples. Chaque interaction positive entre individus de cultures différentes est un vote pour un monde meilleur. Et donc voilà, moi j'adore quand on organise même pour d'autres des missions de volontariat et autres. Et à la fin, c'est des embrassades, c'est du sourire, c'est des expériences culturelles, de se connaître mieux les uns les autres qui sont positives. Et voilà, c'est très important pour le monde d'avoir ce genre de choses. Donc que ce soit dans l'année qui vient ou dans les années qui viennent, jusqu'à ce qu'on pourra plus le faire, enfin, en espérant qu'il y ait pas que ce jour n'arrive pas. Mais donc moi, c'est pas temporel mon encouragement à voyager. Donc je pousse tout le temps et quand je fais des conférences à droite à gauche, c'est un message, c'est va voyager, va découvrir et frotte-toi à des façons différentes de voir le monde et puis je disais ça non seulement aux Français mais même à l'Indonésien, etc. Puis s'il peut pas partir dans d'autres pays, ben au moins il peut aller dans une autre ville d'Indonésie où il y aura peut-être une autre culture, etc. Et voilà, s'ouvrir, aller voir de l'autre côté de la montagne comment ça se passe et être curieux. Voilà, la côté curiosité, sortir de sa zone de confort, se challenger, tout ça, c'est des messages qui me sont forts. Et, euh, et donc, bien entendu, que pour le Pakistanais, regardez, prenez le Pakistan. Pak, ça veut dire pur. Stan, ça veut dire pays, pays des purs. 99% des pays des Pakistanais sont des musulmans. Donc quand on va au Pakistan, on a 99 chances sur 100 de rencontrer des musulmans. Donc on n'a pas, eux, ils n'ont pas cette ouverture de rencontrer d'autres cultures, d'autres religions, d'autres façons de penser. Et donc c'est sûr que quand ils me rencontraient, ben, j'étais un peu un extraterrestre venu d'ailleurs. Et je les challengeais parfois sur leurs croyances, sur leur façon de penser. Mais vous pensez comme ça parce que vous êtes né là. Vous seriez né à 2000 kilomètres plus haut, plus bas, à droite, à gauche, ce serait différent certainement. Et donc je leur mets peut-être quelques doutes dans la tête. Mais donc voilà, moi je pense qu'il est important. Le cerveau, il est tellement puissant et il faut qu'il fleurisse. Il faut qu'ils fleurissent et les religions ont tendance à les empêcher et les religions mais les idéologies aussi hein. Quand on voit la Corée du Nord, c'est pas de la religion mais on est dans du lavage de cerveau complet et on empêche le cerveau de fleurir. Donc moi je suis pour faire fleurir le cerveau et donc encourager les gens à sortir des dogmes notamment
et qui te vont dire je crois comme ça parce que c'est écrit dans tel livre que ça doit être comme ça. Non, arrête, sors de là, dis-toi qu'est-ce qui est bon. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une religion pour avoir des valeurs morales? Mais ça demande un certain niveau d'éducation. Donc il faut l'accès à l'éducation est quelque chose de primordial. Et avec Travel with a Mission, on essaye beaucoup, au-delà d'envoyer des gens à faire des missions de volontariat, etc. On construit des écoles, on construit des centres de jeunes, on essaie d'encourager tout ça, on donne des kits éducation pour pousser à l'éducation. Donc ça reste des niveaux qui sont marginaux entre guillemets. Alors c'est sûr que je me dis des fois en rigolant que j'ai croisé Vladimir Poutine en 2012, moi, un événement à Saint-Pétersbourg, je l'avais devant moi. Je me dis, j'aurais aidé peut-être plus le monde à le descendre qu'avec tout ce qu'on a fait. C'est bien triste de dire ça, mais bien sûr, je l'aurais pas fait. Hein, donc, il suffit d'une personne pour détruire le travail d'énormément d'associations, et ça fait peur, quoi. C'est tellement triste. Moi, j'habite sur la Côte d'Azur où il y a énormément de réfugiés ukrainiens et j'ai pas mal baigné dans ce monde-là ces 2 dernières années avec les réfugiés ukrainiens et c'est tellement de vies détruites où ils ont leur mari, leurs enfants qui sont morts au combat, etc. Enfin, c'est tellement de tristesse qui était vraiment pas nécessaire, quoi. Enfin, c'est tellement ridicule ce qu'a fait Poutine et puis il peut faire encore bien pire derrière. Donc moi, je suis pour un soutien continu à l'Ukraine en tout cas. Pendant ton tour du monde, tu as commencé à en parler, tu avais un classeur, tu avais ton diaporama de photos, d'animaux, de paysages, et tu allais dans les universités ou les écoles pour justement partager et montrer une autre partie du monde, une autre religion. Tu sensibilisais aussi au réchauffement climatique, tu essayais de faire passer un message positif, et tu as remarqué que c'était pas toujours facile d'avoir les contacts, d'arriver au bon moment, et c'est comme ça que tu as créé donc TWAM, Travel with a Mission, une association et plateforme qui met en relation les personnes en voyage comme tu l'étais, qui ont des choses à partager et en parallèle, il y a des organismes qui peuvent recevoir ces personnes. Concrètement, quelqu'un qui part en tour du monde et qui veut enseigner l'art de faire des macarons ou du ukulélé, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous présenter les différentes étapes pour participer et puis faire passer un message positif justement? Alors, nous, on a effectivement l'historique de Travel with a Mission, c'est cette plateforme que tu viens de décrire, donc qui va aider quelqu'un qui veut jouer de la guitare ou autre à travers le monde à pouvoir le faire. Mais on vient de lancer une nouvelle plateforme, donc on est en train de finaliser, qui est une sorte de Airbnb du volontariat quelque part, qui liste des missions de volontariat à travers le monde. Et donc nous, notre vision au niveau de Travel with a Mission, c'est je veux aider le monde, je ne sais pas comment. Travel with a Mission m'offre tout un panorama de différentes façons de me rendre utile. Et donc on a 2 plateformes, la plateforme de Twaming. Mais pour la plateforme de Twaming, il faut être force de proposition. Je veux jouer de la guitare dans les hôpitaux du monde entier. Je veux enseigner les premiers secours dans les écoles du monde entier. Donc, il y a cette notion-là. Et maintenant, il y a aussi ce catalogue de missions. Je veux aller aider les tortues au Costa Rica pendant 2 semaines ou autre. Et donc, on a ce catalogue de missions qu'on nous a énormément demandé. En fait, beaucoup de gens allaient sur la plateforme de Twaming, nous disaient mais je vais sur votre plateforme, je trouve pas de mission. Et donc c'est là où on a décidé de lancer cette nouvelle plateforme qui est sur plateformevolontariat.org. Et donc voilà, mais ça elle vient d'être lancée, donc on va la développer petit à petit. Mais voilà, on travaille avec les entreprises aussi sur l'organisation de team building solidaire, notamment des journées solidarité entreprise. On envoie des salariés aussi faire des missions de volontariat à droite à gauche. Donc nous, on est vraiment sur l'engagement citoyen, aider les gens à se rendre utiles. Et donc, et après, c'est une chose de bonheur. Aider les autres, c'est vraiment aussi s'aider soi-même. C'est quand il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui cherchent la quête de sens. Donc il y a tant de choses à faire aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'environnement, même au sein des grosses entreprises. D'ailleurs, c'est là qu'on peut faire bouger les choses le plus, faire de l'intrapreneuriat au sein des entreprises, pouvoir faire bouger les choses de l'intérieur. Et puis voilà, nous on essaye à notre niveau de faire différentes choses, mais c'est qu'un maillon de la chaîne. Donc pour que les choses avancent dans le bon sens, il faut que chacun mette du sien. Donc voilà. Puis après, il est évident que il y a tellement de conflits à travers le monde, mais il y en avait aussi avant. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est cette notion d'armes qui ne sont pas les mêmes. Donc il suffit d'un moment de folie d'un Kim Jong-un ou d'un Vladimir Poutine pour arriver à quelque chose de beaucoup plus grave, quoi. Donc j'espère qu'on n'arrivera pas là, quoi.
Et donc pour revenir à mon histoire de macarons et ukulélé, si je veux aller montrer comment on fait des macarons en Argentine, je vais sur la plateforme de Twami, j'ai possibilité de présenter mon projet et vous me mettez en relation avec des contacts que vous avez là-bas, c'est ça? Oui, bah alors on a justement ces deux plateformes où notre rôle est de faciliter que l'offre et la demande entre guillemets se rejoignent, c'est-à-dire que le volontaire et la structure locale se rejoignent. Et donc pour la plateforme de Twaming, il faut proposer une intervention sur la thématique de ton choix. Il faut être force de proposition. Donc ça c'est par exemple, comme je disais, j'ai une compétence spécifique. Mais sur l'autre plateforme, il n'y a pas à être force de proposition. C'est-à-dire que et tu veux aller aider les tortues au Costa Rica pendant 2 semaines, bah, tu vas faire ta recherche, environnement ou autre, et tu vas trouver des missions. Et en fait, c'est un double intérêt pour les structures locales. Ça leur permet, un, de recevoir des volontaires, et deux, ça leur permet également de comment dire, non seulement de recevoir des volontaires, mais de développer une activité génératrice de revenus, parce qu'elles vont proposer un package qui va intégrer normalement logement, nourriture, transport local, venir te chercher à l'aéroport et autres. Et ils ont tout un package. Et pour eux, c'est une activité génératrice de revenus, donc ça leur permet de développer leurs activités. Donc voilà, c'est un double intérêt pour eux. Et puis pour le voyageur, il va faire sa mission qui peut durer 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois. Et donc voilà. Après nous, on a ce rôle de facilitateur parce que on a aussi aujourd'hui, vous allez sur Google, vous mettez volontariat Palestine, par exemple, on est quasiment tout en haut, on est deuxième. Et on n'arrête pas de nous contacter actuellement. On reçoit des centaines de messages pour la Palestine. Mais la Palestine, c'est compliqué actuellement de pouvoir y aller. Donc voilà, on essaye d'orienter de plus en plus vers cette nouvelle plateforme qui est pour nous l'avenir. Et il y a eu beaucoup de dérives autour du volontariat humanitaire qui en fait profitent peu aux populations et parfois même ces personnes qui en abusent. Comment vous assurez que vous faites pas du volontourisme mais qu'il y a un vrai impact derrière? Alors, on a, au-delà des deux plateformes, on a le volontariat encadré. Une fois de plus, les plateformes, on facilite la rencontre entre des structures locales et des volontaires. Donc là, il va y avoir, pour modérer, entre guillemets, il y a les systèmes comment dire, de commentaires, de références, etc. Donc déjà, ça c'est une automodération. Nous, si on voit une structure qui convient pas, on va l'enlever. Mais via les plateformes, c'est pas des structures qu'on maîtrise. Donc c'est pas des structures où on est allé, etc. Par contre, on a le volontariat encadré. C'est un peu plus cher, mais là, c'est que dans des assos qu'on connaît, où on est allé sur place. Et donc là, il y a un niveau de sécurité pour le volontaire. Et quand je dis sécurité, c'est pas seulement la sécurité physique, mais c'est sécurité aussi d'aller dans une structure qui existe vraiment, qui fait pas de dérives, etc. Donc voilà, nous on travaille beaucoup plus en profondeur avec les structures locales. Mais sur les plateformes, ça permet de faciliter la rencontre entre l'offre et la demande, donc il y a moins de modération, mais donc c'est les commentaires, etc., notamment qui vont permettre d'identifier les différents problèmes qu'il peut y avoir. Donc euh, donc voilà. Mais effectivement, après, le volontariat peut être très positif comme très négatif selon comment c'est fait. Donc le tout, c'est de faire en sorte qu'il y ait pas d'abus. Et donc ça, c'est notre travail d'essayer d'enlever toutes les structures, de blacklister toutes les structures qui nous paraissent pas correspondre à notre état d'esprit et nos valeurs. Tu as d'ailleurs été récemment à Madagascar par rapport à ça. J'ai quelques auditeurs à Mada, vu que je viens d'y passer un an. Ils aiment bien quand on parle de leur pays autrement que de la pauvreté. Tu peux leur dire un petit mot sur Mada et ton expérience? Ah, moi, j'ai une super expérience à Madagascar. Bon, après, c'est comme beaucoup d'endroits en Afrique, notamment, où il y a certes la pauvreté, il y a certes le fait, enfin, où ce qui énerve toujours, c'est le fait que les structures étatiques, les gouvernements successifs n'ont pas fait leur job. Moi, je suis allé dans les endroits dans le sud, notamment dans les endroits reculés, où même l'accès à l'eau n'est pas fait, enfin, il n'y a pas d'accessibilité à l'eau. Il faut qu'ils marchent pendant des dizaines, des kilomètres et des kilomètres pour ramener le précieux sésame, simplement parce que le gouvernement n'a jamais fait ce qu'il fallait et n'attend que les ONG qui vont le faire, mais les ONG vont le faire et puis ils vont partir et puis derrière on a des pompes qui sont cassées, etc. Donc c'est pas idéal du tout.
Mais après, ce qui est toujours plaisant en Afrique en général, c'est ce côté légèreté, ce côté sympathie des gens, tout simplement, ce côté voilà, ne pas être, comme j'en parlais tout à l'heure, cette notion du temps qui est complètement différente et puis ne pas forcément avoir pour être heureux. On est plus dans l'être que dans l'avoir. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas dans une optique de toujours vouloir avoir la dernière version de ceci ou de cela. Donc voilà, ils passent du temps entre eux à jouer avec des choses simples et donc ça fait plaisir à voir toujours. Bon, ça c'est l'Afrique en général, l'Amérique latine est aussi un peu comme ça. Donc ça c'est quand on voyage, on prend plaisir à découvrir cela. Mais après Madagascar, pour être spécifique à Madagascar, j'ai eu cette opportunité, bon déjà aussi au niveau nature, aller voir les lémuriens, etc. Donc ça c'est très très impressionnant et c'est sympa. Enfin, ce qui est moins sympa, c'est de voir toute la déforestation autour, mais en tout cas la nature est magnifique. J'étais dans des endroits très reculés, à Nalalava notamment, et j'ai parrainé, on parraine une petite fille de 10 ans et qui communique aujourd'hui avec ma fille notamment. Et j'y ai été parce que j'étais avec un ami là-bas. Quand j'étais à Madagascar, j'étais avec un ami qui lui-même parrainait une fille dans ce petit village. Et donc on a été voir sa filleule, qui lui parraine depuis 10 ans. Et il s'écrivait avec cette jeune fille. Et, euh, et donc ça a été sympa de voir la jeune fille et donc moi j'ai pu aussi donc parrainer une autre donc voilà essayer d'aider un petit peu mais voilà beaucoup de joie, de chansons, etc. On a fait plein de chansons ensemble. Enfin, c'était des moments très joyeux. J'ai vu ça. La planète va mal et toi tu le sais mieux que personne, tu en parles d'ailleurs dans ton livre, dans ton film, les livres aussi. L'avion c'est la bête noire qu'il faut chasser. Jean-Marc Jancovici, que je recevrai ici un jour quand il fera du stop, propose de se limiter à 4-5 vols dans une vie. C'est quoi toi ton positionnement par rapport au voyage, par rapport à toi, par rapport à l'avion et au fait que tout le monde veut l'arrêter? Ça c'est terrible d'encourager à voyager mais de dire ne prenez pas l'avion. Donc, bah oui, enfin, c'est pas évident non plus. Enfin, je peux pas dire à tout le monde de faire un tour du monde en stop. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, je suis loin d'être parfait parce que je continue quand même de temps en temps à prendre l'avion, même si j'essaye de le limiter, mais je le prends quand même de temps en temps. Donc, après, moi, j'insiste plus sur le côté faire. C'est toujours, est-ce que tu vas être une force positive pour le monde ou une force négative? Donc, il y a des choses qui vont te rendre force négative, donc de prendre plus l'avion ou de manger de la viande ou ça va te faire perdre des points entre guillemets, mais tu peux regagner des points en construisant des écoles, en faisant des choses positives pour l'humanité. Et donc, si ton bilan est positif à la fin, c'est bien. Donc 4-5 vols dans une vie, bah oui, je suis pas, je suis loin d'être le bon élève pour ça, mais je le comprends, hein, je le comprends effectivement quand on voit les chiffres, etc. On peut que être sur cette dynamique-là. Donc moi, comme je le disais, quand j'essaye de prendre le train le maximum, de limiter l'avion, et avec le stop aussi. De toute façon, les gens vont de A à B, et donc on limite. Mais voilà, donc il y a beaucoup à faire de ce côté-là au niveau de la réduction des gaz à effet de serre. Et donc il est important d'essayer de limiter au maximum. Mais j'espère que tu pourras avoir Jean-Marc Jancovici à ton micro. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'écoute régulièrement et qui est terriblement doué. Avec toi, on gagne des points, on peut y aller en avion? On gagne des points, on gagne des points chacun à son propre compteur, des points qu'il va faire et pas parce qu'il n'y a pas de compteur officiel. Mais en voyageant avec une mission, effectivement, on gagne des points. Ouais. Tu voyages comment, toi? Petite question que Aurore m'a demandé de te poser. Tu voyages comment après un tour du monde en stop? Est-ce que tout nous blase ou est-ce qu'on n'a plus envie de rien faire à part aller dans des resorts? C'est comment un voyage d'un retraité du stop? Non, 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 moi je suis loin d'être blasé. Ça surprend des fois les gens quand je leur dis il y a plus d'endroits que j'ai envie de découvrir aujourd'hui qu'avant mon tour du monde. Parce que je suis moins ignorant, tout simplement. Avant de partir pour mon tour du monde, tu m'aurais dit Nicaragua, Panama, bah, j'y connaissais rien du tout. Je t'aurais dit, ouais, le canal de Panama, mais j'y connaissais pas grand-chose. Et une fois que tu vas sur place,
tu rencontres des gens qui te disent mais tu devrais faire ça, ça, ça. Tu commences à lire davantage, à rencontrer des gens qui vont t'expliquer qu'il faut faire ceci ou cela. Et là, tu te rends compte que waouh, en fait, il y a plein de choses à faire dont tu soupçonnais pas l'existence. Et tu pars du pays en te disant bah faudra que je revienne. Donc c'est un peu la même chose dans chaque pays. Et donc voilà, plus tu voyages, plus tu as envie de voyager. Donc moi, je suis loin d'être blasé. Vraiment loin d'être blasé. J'ai toujours cette envie de croquer la vie et de croquer la découverte. Et puis je suis plus éduqué, donc il y a des choses où j'arrive à lire derrière les lignes, enfin entre les lignes, je veux dire, et derrière les simples images de catastrophes et autres. On comprend mieux quand on est plus éduqué. Donc ça c'est très plaisant. Donc voilà, je continue. Puis je suis avec mes enfants aujourd'hui, donc je les pousse aussi à j'ai ce rôle d'enseignant entre guillemets. Donc je continue de voyager. J'ai été dans 113 pays dans ma vie, donc mais il y en a encore plein d'autres que je veux découvrir. Là, je prépare une autre aventure pour 2024. On n'est pas encore vraiment parlé, mais je vais faire une traversée de la France à pied sur la thématique de l'engagement, à rencontrer des gens engagés, différents types d'engagement, aussi bien un maire d'une ville que etc. etc. Donc, mais je communiquerai là-dessus au au début de l'année prochaine. Mais donc voilà, je continue j'aime bien me challenger moi. Donc j'ai continué ces dernières années une fois par an à faire des challenges. Alors ça peut être des challenges sportifs, hein. J'ai fait l'ascension du Mont Blanc, j'ai fait un triathlon, j'ai fait un marathon, j'ai fait la Spartan Race qui était fatigante. J'ai fait la traversée de la France, enfin de Strasbourg à Aise, dans le sud-est de la France en vélo. Bon, des trucs comme ça voilà, moi j'aime bien ce côté challenge, de sortir de ma zone de confort. Euh, donc je suis arrivé dans les derniers au triathlon, mais peu importe. C'était sympa de se challenger. Et puis je continue donc à découvrir de nouveaux pays aussi via Travel Emission. Je vais à droite à gauche régulièrement, donc voilà, c'est une façon de toujours apprendre. Moi je suis excusez-moi, je cherche à toujours apprendre, à toujours me grandir. Et donc, j'écoute beaucoup de podcasts et de différentes choses pour apprendre. Je crois que je me lasserai jamais d'apprendre. Bon, c'est bien de voir qu'on n'est pas blasé après un tour du monde en stop. Petite question classique, mais je connais déjà la réponse. Est-ce que pendant un tour du monde en stop, papa, maman, tout va bien? Oui, oui, oui. Bah après, mes parents avaient peur, forcément, avoir ton fils qui traverse tout seul le Pacifique, avoir son fils qui traverse l'Afghanistan, bah, ils sont pas rassurés. Mais après, j'ai gardé contact via les réseaux sociaux, etc. Enfin, les réseaux sociaux, c'était plus à l'époque Skype, notamment MSN Messenger, etc., qui n'existe plus. Mais donc voilà, j'ai pu les tenir au courant régulièrement, et puis ils savent que je suis pas une tête brûlée, ils savent que je suis quelqu'un quand même qui va faire attention, mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit là. J'ai appris il y a quelques jours que quelqu'un que je connaissais, Arthur Ange, qui a voyagé, enfin avec qui j'étais en contact par mail à l'époque, dont on n'avait plus de nouvelles depuis 7 ans, a été officiellement considéré comme mort maintenant. Et c'était un voyageur qui traversait la frontière. Il avait essayé de traverser la frontière entre le Bangladesh et la Birmanie. Et donc il n'avait pas été retrouvé. Là, il a été retrouvé décédé malheureusement. Mais donc voilà, les risques existent. Hein. Il faut pas être, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais donc voilà, il faut faire confiance, les yeux ouverts. Une fois de plus, la grande majorité des gens sont bien et honnêtes, et donc j'encourage à voyager, mais il faut quand même faire attention. Voilà, il y a beaucoup de gens malheureusement aussi qui n'ont pas l'éducation, qui vont vite être embrigadés dans des différentes choses. Après, moi aussi, une autre chose qui rend optimiste, la plupart des gens ne le savent pas. Mais moi, quand je fais mes formations de gens parce qu'on a des formations pour envoyer les gens à faire des missions de volontariat, on a une question qui est: est-ce que vous pensez que l'extrême pauvreté dans le monde dans les 30 dernières années a beaucoup augmenté, un peu augmenté, s'est stabilisé, a un peu baissé ou a beaucoup baissé? Et la plupart des gens pensent que l'extrême pauvreté dans le monde a augmenté ces dernières années. Je parle de ces 30 dernières années, 30-40 dernières années, alors qu'elle a énormément baissé. Et ce qui est une excellente nouvelle pour le monde. Elle est passée de 40% à une dizaine de pourcents. Bon, alors avec la guerre et le Covid, là, ça a un petit peu repris, mais et 90%, il y a un sondage Oxfam qui montrait qu'il y a 90% des Français pensent que l'extrême pauvreté dans le monde
a monté alors qu'elle a baissé. Donc c'est très méconnu du monde, ça montre qu'il y a un manque d'éducation aussi là-dessus, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, par contre, au niveau environnemental, forcément, qui dit que l'extrême pauvreté baisse, dit que c'est des gens qui vont acheter ceci, cela. Rien qu'un pays comme l'Inde, il y a une classe moyenne de 450 millions d'habitants qui a vu le jour, et donc c'est des gens qui veulent un lave-vaisselle, qui veulent un lave-linge, qui veulent ceci, qui veulent cela, et donc ça consomme plus, et donc et qui sommes-nous en tant qu'occidentaux pour dire n'allez pas acheter un lave-vaisselle, un lave-linge, alors que nous on l'a fait. Donc c'est à nous de montrer l'exemple. Et donc ça, il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais bon, à quoi ça sert de montrer l'exemple si tu vois l'Inde, la Chine, on est tellement ridicule, même les États-Unis par rapport à eux. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il faut qu'on montre l'exemple. Si les Français ne montrent pas l'exemple, qui est-ce qui va le faire, quoi. Donc voilà, on n'est pas obligé de tous aller droit dans le mur. Donc essayons de faire à notre niveau ce qu'on peut faire. Bon, tu dis que tu écoutes beaucoup de podcasts, apparemment tu n'as pas écouté Papa, Maman, tout va bien, parce que il faut normalement répondre Papa, Maman, tout va bien. Mais c'est pas grave, moi j'ai vu ton livre et puis j'ai vu ton film, je sais que Papa, Maman, tout va bien en tour du monde en stop. D'accord, ok, je connaissais pas ça. Merci beaucoup Ludovic Hubler. Merci beaucoup, à bientôt. Eh bien, sacrée expérience de parler à son idole, à la personne qui a écrit un livre, une personne que je pensais si inaccessible il y a quelques mois encore. Et petit à petit, l'idée m'est venue de l'inviter et en fait, c'est devenu très très facile de pouvoir discuter avec lui, de poser les questions qui me tourmentaient. Et sa conclusion, c'est que c'est toujours possible de faire un tour du monde en stop. Oui, il y a des situations un peu plus compliquées qu'il n'y avait à l'époque, mais ça n'empêche pas le fait qu'on puisse rencontrer du monde, on puisse traverser les frontières encore aujourd'hui. Donc vous qui m'écoutez, je vous encourage à le faire. Je sais que certains et certaines d'entre vous sont déjà en train de le faire. Bravo pour ce que vous faites et puis bravo aux autres personnes qui n'ont pas encore commencé mais qui vont sûrement le faire après l'écoute de cet épisode. Bravo d'avoir été jusqu'à la fin de cet épisode. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour et n'hésitez pas à le partager à 2 ou 3 personnes que vous connaissez. Ça m'encouragerait, ça me pousserait à continuer ces podcasts et à inviter d'autres personnes comme Ludovic Hubler. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau pays, une nouvelle expérience, une nouvelle destination où papa, maman, tout va bien.